FM, Radio Anguin, 98.2, la bande FM. Bonjour à toutes et à tous, émission C'est-à-dire aujourd'hui avec Joël Pierre Chevreux, président d'Arcasur International, qui édite aussi le journal mascotte.fr pour la protection animale. On va parler aujourd'hui de la corrida, la mise à mort autour d'un sujet, les trahisons de Carmen, supplique contre la corrida. Bonjour, Joël. Bonjour, Joël Pierre Chevreux. Bonjour. Bonjour. Alors il y a Marianne qui est avec nous, qui avait fait toute la nuit sur la corrida, qui va pas intervenir, mais qui veut vous faire un petit coucou. Bonjour Joël Pierre. Donc je suis la nouvelle déléguée de France du Crack Europe. Bonjour. Donc, voilà. Très bien. Ah, ben, parfait. Voilà, je tenais vraiment à vous rencontrer entre guillemets et merci pour votre livre que je vais étudier très attentivement. Écoutez, je suis ravi. Vous savez que je suis un ami de Jacques Dary, qui est beaucoup à l'origine de tous ces mouvements, puisque c'est lui le fondateur du Crack à l'origine. Et c'est un ami de longue date. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et voilà quoi. Et qui a rédigé la préface de votre livre. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il m'a promis qu'il écouterait l'émission. Voilà. Alors on le salue. Je pense, il n'y a pas de souci. J'ai relayé aussi sur ça doit être relayé. Voilà. Donc Joël Pierre Chevreux, vous êtes l'auteur d'un livre contre la corrida qui s'appelle Les trahisons de Carmen. Mais qui êtes-vous exactement? Je suis avant tout un enfant du Sud-Ouest, avec tout ce que cela enveloppe. La gouaille, parfois le verbe haut, l'art du bien vivre, l'amour de la fête, de la musique. Je crois d'ailleurs que mon accent me trahit un peu. Je suis natif de Bordeaux, la ville de Montesquieu, voilà. Montesquieu, anti-esclavagiste, militant, comme lui, moi aussi, je suis engagé dans une cause humaniste. C'est celle de la défense de l'homme et des animaux, voilà. Alors par ailleurs, j'ai suivi une formation d'homéopathe. J'ai longtemps écrit pour la presse, sous toutes ses formes. J'ai animé des conférences sur différents thèmes. Je suis surtout un inconditionnel de la défense des animaux depuis l'âge de 14 ans. Et surtout un irréductible combattant de la tauromachie lorsqu'elle s'exprime sous forme de corrida. Et à ce titre, je suis l'auteur de 2 ouvrages sur ce thème, dont le plus récent, paru en novembre, s'intitule Les trahisons de Carmen. Voilà. Alors vous êtes rentré dans la corrida très jeune, hein. Je pense que vous avez dit non en voyant une corrida. Vos parents essayaient de vous faire taire. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans à l'époque. Nous avions été amenés par un groupe d'amis à ce spectacle, enfin si on peut appeler ça un spectacle d'ailleurs, et on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Et évidemment, lorsque j'ai vu les premières scènes de torture, j'ai été très choqué. Et puis surtout, j'ai pris ce jour-là un engagement, c'est celui de lutter toute ma vie contre cette ignominie. Alors que votre père vous disait tais-toi, parce que ça gênait les autres spectateurs. Ah oui, et puis moi carrément, à 8 ans, je traitais tout le monde d'assassin déjà. J'étais très volubile. Et puis il a fallu sortir de l'arène parce que mes parents d'abord étaient indignés et puis moi aussi je supportais très mal de voir que l'on puisse manipuler un animal de cette sorte. C'est vrai que ce jour-là, j'ai pris conscience de la lâcheté humaine. Voilà, j'ai pris conscience de la lâcheté humaine. Et puis, j'ai fait un serment ce jour-là. J'ai dit toute ma vie, je lutterai contre ces ignominies et je n'ai jamais relâché. Voilà. Alors, il y a sur Internet une pétition qui est en ligne pour l'interdiction de la corrida aux mineurs. Hein, c'est-à-dire que on emmène des enfants très très jeunes dans ces arènes. Et donc, il y a quelqu'un qui fait une pétition contre l'entrée des corridas aux mineurs, un peu comme c'est interdit pour certains films ou des choses comme ça. Alors, que représente pour vous la corrida? La corrida, pour moi, c'est le moyen de synthétiser en sorte toutes les formes de perversion et toutes les lâchetés, d'une part vis-à-vis de l'animal, qui est une victime expiatoire, et dont un public jouit de la mort, voilà, et puis d'autre part d'un homme dont on exige qu'il s'expose au pire, et enfin vis-à-vis du public. C'est cette profonde déviation d'ailleurs de l'instinct que je dénonce dans mon ouvrage, et ainsi que les 4 facteurs qui composent la corrida, c'est-à-dire la tromperie publique, la standardisation d'un animal, le taureau, qui est génétiquement conçu pour exprimer une violence particulièrement insupportable, le détournement des articles du code pénal qui sont relatifs à la protection des animaux et qui prétextent dans certaines villes une tradition locale ininterrompue,
Et puis enfin, le délabrement mental des spectateurs, qui peut aller jusqu'à l'agression physique affichée à l'égard des opposants à ce système. Oui, ça vous l'expliquez dans votre livre. Il y a quelques villes françaises qui sont légalisées pour justement pouvoir ne pas contredire justement toute cruauté envers un animal est punissable d'un emprisonnement de 2 ans et 3 000 € d'amende. C'est l'article 521-1 du Code pénal. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc il y a quelques villes. Parce qu'il y a un véritable scandale autour de cet article, et on en reparlera tout à l'heure si vous le permettez, parce que je voudrais moi aller un petit peu plus loin, si vous le permettez, dans la présentation de ce livre qui s'affiche en fait comme une psychanalyse de la corrida. Donc votre ouvrage est en quelque sorte une psychanalyse de la corrida. C'est cela, oui. Ce livre est une psychanalyse de la corrida dans le sens où j'ai essayé d'éclairer ses supercheries. J'ai voulu tout d'abord la débarrasser de ses machinations, montrer sa perversion mise en avant, notamment dans les chroniques de presse et les ouvrages taurins. Et je démontre que les faits disent exactement l'inverse des mots. Et curieusement, à ma connaissance, face à cette pratique, l'on ne trouve que quelques études émanant de psychiatres. Et en revanche, et ici je tiens à saluer d'ailleurs les déclarations éclairées du professeur Montagnier, que je salue au passage, qui est un professeur des universités, qui a fait de remarquables prises de position contre la corrida. Mais à ma connaissance, il n'existe aucun travail émanant de psychanalystes. Et pourtant, à travers le décryptage freudien, la question taurine s'éclaire parfaitement. On y retrouve le crime commun, commis en commun. On retrouve le principe du plaisir de jouissance, de la perversion et la pulsion de mort qui tente de se justifier par ce discours mystificateur que tiennent les aficionados de corrida. Oui, d'accord. C'est presque une représentation sacrificielle. Oui, enfin, moi je ne suis pas trop d'accord avec le terme de sacrifice, parce que le sacrifice c'est pas tout à fait ça. Le sacrifice, d'abord, ce n'est pas un spectacle gratuit. Ce n'est pas le sacrifice. Moi, je donnerai pas tout à fait cette interprétation, à savoir que aucun anthropologue sérieux ne peut prétendre qu'il s'agit d'un sacrifice à l'égard de la corrida. Il est clair que on a d'autres on a d'autres arguments pour la défendre que ce sacrifice. Comment pouvez-vous imaginer que, par exemple, un aficionado de corrida qui utilise Internet le matin, par exemple, puisse l'après-midi participer à un sacrifice? Enfin bon, c'est pas sérieux cette argumentation. Alors vous avez assis cette étude sur une histoire, la vôtre, à travers un personnage symbolique, Carmen, l'héroïne de Bizet. Pourquoi avoir fait ce choix? Eh bien, d'abord parce que Carmen est entrée dans l'imagination populaire. Elle contribue à développer le concept de la course de taureaux, à entretenir le mensonge et le vice. Et elle sème le désordre dans notre société, comme dans son histoire, et elle déverse le poison de la corrida. Et enfant, j'étais amoureux de sa voix, de ses intonations résonnantes, parce que cette femme me donnait des frissons. C'est parce que c'est un personnage, un vrai, c'est pas un héros virtuel. Et je la recevais sur l'électrophone de mon père, qui était amateur d'opéra. Et c'est vrai que chez les femmes nomades, le charme opère. Et elle conquiert les cœurs, elle les emprisonne, et sous l'influence de ces modulations, j'aurais pu peut-être aimer la corrida, devenir torero, admiratif du symbole qu'elle représente. Et c'est vrai que Carmen avait fait de ma vie une intrigue qui me préparait au mythe du taureau, comme beaucoup de jeunes gens du Sud-Ouest d'ailleurs. Et à cette époque, il était inconcevable pour moi de décrypter le sens des mélodies de la fiction tauromachique. Et c'est invité dans l'arène justement à l'âge de 8 ans, là, au moment où j'ai découvert ce spectacle insoutenable de la corrida, eh bien tout ça a interrompu cette fascination devant l'accomplissement du supplice et les encouragements d'un public insensible au martyre d'un animal. Et j'ai vu là la première trahison de Carmen, lorsque
mes yeux se sont enfin ouverts sur le martyre d'un taureau, eh bien, tout cela m'a conduit plus tard à comprendre aussi les nombreuses mystifications qui rôdent autour de la corrida. Alors, selon vous, les taurins, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des taureaux, enfin, qui aiment ce genre de spectacle, tiennent un discours mystificateur? Oui, les aficionados de corrida tiennent un discours qui déguise complètement la réalité. D'abord, ils occultent volontairement la violence, où ils en réduisent ses effets, et ils nous présentent un univers bordé d'artifices sémantiques, où la mise à mort sous-entend donc un rituel, donc ce sacrifice que l'on évoquait tout à l'heure, et qui n'en est pas un. Et dans cet univers, ils valorisent par cette sémantique l'achèvement d'un animal mourant. Et à toutes les étapes de son agonie, ils mettent en valeur un jargon poético-technique qui occulte totalement une réalité brutale. Et moi, je suis effaré d'entendre cette rhétorique taurine dans toute sa puissance irrationnelle, et je dirais même manipulatrice, parce que c'est tout cela, et d'ailleurs, voilà, c'est tout cela qui fait le corps de mon livre, Les trahisons de Kamen, c'est-à-dire l'assemblage, le mode de fonctionnement de ces éléments qui composent la corrida. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tauromachie, c'est d'abord un langage pervers qui détourne les mots, qui inverse les valeurs, et dont s'emparent certains artistes, certains, je dirais, pseudo-intellectuels, qui trouvent la corrida riche de sens, au point de la gratifier d'une emphase démesuré, allant jusqu'à lui conférer même une valeur artistique. Mais de qui se moquent-ils, ces gens-là? Mais de qui se moquent-ils? Quand même, il existe tout de même une certaine forme d'art dans la corrida. Écoutez, moi je suis catégorique et je dis non. Je dis non, il ne peut pas y avoir d'art dans la corrida. J'entends toutefois, oui, que l'on puisse être sensible à la beauté des décors, des costumes, des couleurs, des formes. Et du reste, je l'ai écrit dans mon livre, je pense que l'on peut être sensible à la rencontre entre l'homme et l'animal. J'y reviendrai tout à l'heure, si vous le permettez. Mais à cette réalité, il convient de situer l'art et le beau, sous réserve qu'ils soient liés quelque part, bien sûr. Or, l'art défini par les beaux-arts s'arrête là où précisément débute la violence, car, encore une fois, l'art doit rester représentation et précisément une alternative à la violence. Et le terme d'art apposé à la corrida est porteur d'une très grande ambiguïté. Une ambiguïté qui signe la confusion entre la réalité violente de l'arène et l'éclosion d'œuvres littéraires. Et c'est là que réside encore une mystification, un étalement de contre-vérité de la part de ces gens qui sont déterminés à outrager la société. Et même pour se donner bonne conscience, ils agitent des fantômes, ceux de Monterland, de Picasso, de Cocteau, d'Hemingway par exemple, pour justifier leurs crimes. Et certains vont même jusqu'à parler donc de ce sacrifice dont on parlait tout à l'heure. C'est absolument aberrant. Mais vous pouvez pas nier qu'il existe quand même une certaine forme de sacrifice dans la corrida. On peut pas le nier. Non, je suis désolé, je le répète. Le sacrifice n'a jamais été un combat, ni ce spectacle payant dont on parlait tout à l'heure. Là, on est en plein délire. Des personnages comme Picasso, par exemple, ont tenté de nous le faire croire. Mais encore une fois, parler de sacrifice en 2014, c'est un type d'argument qui est complètement anachronique. Et je dirais même que s'il ne s'inscrivait pas dans un cadre aussi choquant, il serait risible. Donc, pour vous, la corrida n'est pas synonyme de sacrifice, mais de pure violence gratuite. Oui, puisque vous évoquez la violence, du reste, je voudrais, si vous le permettez, ouvrir une parenthèse à partir de notre exemple de la mystification tauromachique. À propos de cette soi-disant violence exprimée par les anti-corridas qui, paraîtrait-il, seraient des semeurs de troubles sur la voie publique lorsqu'ils manifestent leur désapprobation aux abords des arènes. Mais cette façon de se focaliser sur eux est scandaleuse. Me semble-t-il, et interpellez-moi si je me trompe, mais la violence gratuite appartient bien à la corrida, puisqu'elle en est le principe même. Elle en est la quintessence, c'est-à-dire la 5e essence issue de la torture, c'est-à-dire de la contrainte, de l'agression, de l'agressivité, de la sauvagerie. Alors, ces accusations fallacieuses au regard des opposants
il y a vraiment de quoi s'interroger sur le sérieux défenseur de la reine, franchement. Oui, on va s'interroger avec une pause musicale. C'est vous qui nous l'avez choisi. Ça s'appelle La Bête, c'est lui. Alors on va écouter puis vous nous direz après. Très bien. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, comme on a énormément de choses à dire avec Joël Pierre Chevreux, cette vidéo, je vous invite à la retrouver, ça s'appelle sur YouTube La Bête, c'est lui. .wmv. Vous êtes toujours là, Joël? Je suis toujours là, je suis avec vous. Voilà. Donc, nous sommes dans cette deuxième partie d'émission sur la corrida. Vous vous êtes présenté dans la première partie, vous nous avez expliqué beaucoup de choses. Alors, qui sont les opposants de la corrida à votre avis? Alors, voilà une question intéressante parce que elle positionne correctement le débat. Depuis 45 ans que je suis engagé dans cette lutte, je vois l'évolution d'un mouvement porteur d'un espoir. D'abord parce qu'il offre un constat édifiant. Le changement du profil des opposants de la barbarie de la reine. Un profil qui n'est absolument pas conforme à l'image donnée par les aficionados, c'est-à-dire des êtres sensibles, des végétariens, des farfelus ou encore des irresponsables, ainsi ils nous présentent. Bon. Alors, je crois que d'abord il faut tenir compte d'une observation. Nous ne sommes plus dans la recherche de la compassion donnée à un animal qui souffre, image véhiculée jadis par les SPA. Aujourd'hui, l'évolution significative de ce mouvement le fait engager dans une direction humaniste bien plus large. Elle va, je dirais, bien au-delà de cette considération, puisque le combat en faveur de l'homme y tient aussi toute sa place. Il nous montre les nouvelles caractéristiques psychologiques de la population anti-corrida. Et à cause de cette nouvelle motivation, cette dernière grandit, elle devient plus représentative, mieux organisée, de plus en plus puissante. Et beaucoup de jeunesse, de nombreuses personnalités politiques, des artistes, des vrais intellectuels, des écrivains, des philosophes, des religieux, toutes les couches sociales, tous les âges, tous les sexes sont aujourd'hui représentés dans la demande abolitionniste de la corrida. Et la protéger ou la soutenir va nuire de plus en plus aux politiques. Alors, ce véritable éveil de conscience au regard du statut de l'animal se confirme d'une part par l'éthologie, qui est l'étude et la science du comportement des espèces animales. Maintenant, grâce à ces études, de nombreuses observations nous permettent de comprendre, au-delà de nos anciennes connaissances, c'est-à-dire que l'animal doté d'un système nerveux ressent la douleur physique, morale, etc., eh bien aujourd'hui se met au jour l'importance de la relation homme-animal, et ce sont ces études comportementales qui le prouvent. Alors, nous constatons que tous ces éclairages suscitent un mouvement intelligent et humaniste dépassant tous les clivages de la simple protection animale. Et cette action s'enrichit chaque jour parce qu'elle va dans le sens d'une évolution notable pour l'homme. Et c'est ici qu'il faut souligner peut-être la qualité des travaux justement de l'éthologie, mais aussi l'immense travail d'information véhiculé par les associations anti-corrida, rejointes par un grand nombre d'intellectuels depuis ces 30 dernières années, et qui sont, je dirais, à l'origine de cette réflexion profonde. Alors, les examens fouillés, réalisés sur les techniques, sur les lettres, sur les traditions, sur les plans historiques, esthétiques, culturels, etc., a permis ces évolutions, ces prises de conscience. Parce que dans les années 80, l'action anti-taurine se résumait au sens d'un combat animaliste. Et aujourd'hui, dans le monde cheminent des millions de personnes vers cette direction abolitionniste de la corrida, parce qu'elles ont compris l'urgence d'une éducation solide pour que la société humaine accède enfin à un stade réellement civilisé, à une époque où malheureusement la violence est devenue récurrente. Et je dirais que c'est là toute la nuance, tout le changement qui anime l'esprit du combat contre la corrida. Et je le répète, ces millions de personnes sur le plan mondial et qui sont abolitionnistes
ne s'inscrivent pas forcément dans le rôle de l'ami de l'animal au sens stricto sensu du terme, mais adhèrent à l'idée de l'anéantissement d'un fléau social. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Et ce fléau social qui est construit sur la violence, au sein d'un monde interlope, cupide, où surgissent de nombreuses rivalités, des failles souterraines sans fin, etc., etc. Je voudrais, si nous avons 2 minutes, vous donner lecture d'un extrait très court d'une lettre qui m'est parvenue la semaine dernière et qui confirme bien ceci. C'est une lectrice de mon livre, une dame de Dax, et elle m'écrit ceci. « Monsieur, votre livre, Les trahisons de Carmen, est sublime et cinglant de vérité. Je dois cependant vous dire que je ne suis pas spécialement une amie des bêtes, mais je suis de tout cœur avec vous parce que je partage le sens de ce combat qui est avant tout un combat pour l'homme. Tant qu'il y aura des exemples de violence gratuite tels que la corrida ou certains films diffusés à la télévision, l'évolution de l'espèce humaine stagnera. Il nous faut renoncer à faire l'apologie du crime sous toutes ses formes. » Voyez, voilà, vous voyez où nous en sommes. Voilà, c'est. J'en ai d'autres. Hein, voilà, donc pour vous, l'animal, le taureau, ne tient pas la principale place dans votre livre. Non, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, mon opposition à cette tragédie repose entre autres sur l'empathie, qu'elle soit dirigée vers un être humain ou un animal. Et si pour les aficionados de corrida, il subsiste un doute sur l'authenticité de la souffrance, moi, depuis toujours, je me projette comme des millions de personnes dans la souffrance de tous les êtres vivants. Et je suis prudent à ce sujet. Voilà pourquoi le thème de la souffrance animale ne constitue pas toute la colonne vertébrale de mon livre. Le phénomène de la corrida ne se résume pas à la torture animale. Il est bien plus profond, parce qu'à travers lui, c'est l'exploitation éhontée de l'homme qui est en cause, celle d'un public à qui l'on ment, celle de jeunes enfants cérébralement manipulés pour devenir des assassins d'animaux, entraînés à tuer des petits veaux dans des conditions insoutenables dans les écoles de tauromachie, ou encore des jeunes gens exploités au mépris de leur vie et qui risquent de finir ce que j'appelle en méchoui espagnol, voilà, en méchoui hispanique. Voilà quel est le sens de mon combat. Un combat pour l'homme, certes, mais un combat pour l'animal, même combat. D'accord, vous évoquez effectivement ces phénomènes dans votre livre. Vous n'êtes pas particulièrement tendre avec les aficionados de corrida. Tous les aficionados ne sont pas des pervers assoiffés de sang, mais il faut bien comprendre, sans humilier quiconque, que ce type de personnage projette dans ce soi-disant spectacle entre guillemets bien sûr, et de façon la plus directe et la plus simpliste, ses frustrations, ses difficultés existentielles, sociales. Alors le dire, s'insultant, cette population et la littérature taurine qui s'y raccroche offre une multitude de justificatifs trompeurs pour anéantir l'animal. Et l'enjeu de mon étude, que je livre dans Les trahisons de Carmen, est là, c'est-à-dire dans le courage et la maturité d'affronter les maux, les blessures, les désirs non satisfaits sans l'entremise de victimes sacrificielles. Et je dirais que ce constat n'est peut-être pas du goût de ceux qui voudraient maintenir l'image de l'animal-objet pour satisfaire leur sadisme, mais je le regrette. Me semble-t-il, le vulgaire, l'étalage de la cruauté, l'exhibition du sadisme, c'est bien quand même eux qui l'exercent. N'inversons pas les rôles. Lorsque l'on sème le vent, récolte la tempête. Eh bien, voilà, je crois que ce qu'il est important de rappeler à quelques poignées d'aficionados primaires, avinés, insultants, aux abords des arènes, le doigt haut tendu, et avec lesquels il est impossible d'engager un débat constructif, courtois. Alors, mais n'existe-t-il pas d'autres causes humanitaires plus prioritaires que la lutte contre la corrida ou la défense des animaux ? Pourquoi faudrait-il accepter une hiérarchie morale du malheur ? Moi, je suis tenté de dire qu'il n'y a pas de cause négligeable lorsqu'il existe une détresse morale et physique envers un être vivant, qu'il soit humain ou animal. Si vous insinuez que la défense des animaux n'est pas une priorité lorsque des millions d'individus vivent dans des conditions misérables, je vous répondrai simplement que pour eux, il existe des ministères, des assistantes sociales, voilà, une armée de fonctionnaires. Bon, ce formidable appareil de protection des humains, même, disons-le franchement, si ces crédits sont en réduction face aux dérives de l'utopie européenne que nous subissons actuellement,
eh bien, cet appareil ne peut supporter le reproche adressé aux défenseurs des animaux de ne s'occuper que des bêtes et pas des vieillards ou des enfants, par exemple. Donner aux uns, ce n'est rien retirer aux autres. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Lamartine qui dit « Nous n'avons pas de cœur, l'un pour les animaux, l'autre pour les bêtes. Nous n'en avons qu'un. » Et je crois qu'en fait, voilà, l'essentiel de cette question, il se résume là. Donner aux uns, ce n'est rien retirer aux autres. Mais est-ce que le dialogue est encore possible entre détracteurs et défenseurs de la corrida ? Oui, je le crois, mais à une unique condition, c'est-à-dire que chaque camp fasse un pas dans la même direction pour tenter de se comprendre. Voilà. Il est bien évident que si les aficionados de corrida restent figés dans leurs fantasmes, dans leur délire sadique, dans leur discours poético-existentiel, et ne cherchent pas à modifier les règles de cette séquence, alors le débat restera figé. Et je le dis avec la plus grande lucidité et aussi la plus grande sérénité, sans haine, sans agressivité. C'est une véritable guerre qui s'est instaurée aujourd'hui entre les partisans et les opposants de la corrida. Il faut le savoir. Les opposants majoritaires et déterminés ne peuvent plus accepter des textes de loi détournés. Je fais bien sûr référence à l'article 521 du Code pénal que l'on a évoqué tout à l'heure et qui est relatif à la protection des animaux. Ce texte éclaire un véritable scandale car il épargne et il protège la voyoucratie des arènes en stipulant que ces dispositions ne s'appliquent pas aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Bon, alors là nous constatons aisément la manifeste démonstration de la malfaisance humaine à travers la rédaction de cette loi. Si j'analyse ce contenu sur le plan juridique, en m'appuyant sur l'histoire et les fondements réels de la tauromachie en France, pas ceux vantés par les représentants de commerce et des corridas, eh bien, ce texte met en lumière une volonté délibérée du lobby taurin pour satisfaire essentiellement ses plus vils instincts. Et je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la lecture appliquée, documentée de la définition de tradition locale ininterrompue. Nous n'avons peut-être pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail d'une analyse rigoureuse de cette expression, tradition locale ininterrompue. Mais je vous confirme qu'un examen sémantique et juridique, rigoureux, objectif, éclaire sans conteste toute la malhonnêteté intellectuelle qui est mise dans ces termes dans le but de préserver et d'encourager le monde taurin. Et nous voyons ici combien est puissante l'influence des personnages hauts en couleur pour préserver cette notion de profit et puis leur satisfaction personnelle. Alors, bien sûr, je fais une démonstration appuyée dans mon livre de la notion de culture et de tradition. Et j'en conclus que tout, je dis bien tout, est juridiquement organisé pour détourner la notion de la souffrance animale et pour maintenir une pratique inacceptable sur le plan humain et sur le plan social. D'accord, alors il s'est trouvé qu'aujourd'hui j'ai trouvé dans le métro un midi libre. Est-ce que vous êtes au courant, parce que c'est quand même extraordinaire, de ce trophée des As, la première journée du trophée Pescalune, avec ce trophée des As et vas-y, aide-moi. Moi personnellement, je n'en ai pas été informé. C'est un championnat de France. Alors, il semblerait. Vas-y, aide-moi, Marianne. Moi, pareil, je viens de découvrir. Voilà. C'est à Lunel. C'est à Lunel. Ça n'est pas une corrida apparemment, mais un jeu taurin où il y aurait un lâcher de vachettes et un concours. Alors, moi, je suis quand même beaucoup plus réservé. Moi, je parle essentiellement de la corrida. Alors, c'est vrai que tous les jeux de vaches landaises, oui. C'est vrai que quelquefois, ça peut paraître mesquin vis-à-vis de l'animal, mais je n'y suis pas opposé comme la corrida, parce que la corrida, ça reste quand même un jeu qui est pervers.
Oui, parce que là, le taureau, il a quand même un peu plus de chance. Il est pas. Je vais quand même lire un parti de votre livre à la page 46 quand vous dites un peu qu'il y a des mystifications parce que on ne sait pas, le public sait pas. Et vous écrivez: qu'advenait-il des lourdes charges, des sacs de sable envoyés sur son dos pour l'endolorir, où se cachaient les frappes sur ses reins et ses testicules? Pourquoi taire l'injection de la vaseline dans ses yeux pour lui obscurcir la vue, les bouchons enfoncés dans ses naseaux pour ralentir sa respiration, les ajouts de sulfate dans son eau, déclencheurs de diarrhées affaiblissantes, risqueraient de décevoir amateurs confirmés ou débutants, les incisions des sabots à l'aide d'essence de térébenthine pour stimuler ses mouvements choqueraient aussi ce grand public persuadé de la loyauté du combat. C'est pas un livre où il y a beaucoup de scènes comme ça dans votre livre, mais je trouve quand même qu'il faut rappeler un peu la condition du taureau. Je pense que dans ce que j'ai trouvé là, dans cette édition de Medilib du 14 avril, je vous signale que ce monsieur Loubard parle d'une Carmen plus le retour, donc je sais pas si c'est son taureau. Enfin, je trouvais ça amusant qui est cet article aujourd'hui qui me tombe sur. On aurait pu parler de Bordeaux aussi. Je sais pas si on aura le temps à la fin de cette émission. Oui, où les corridas. C'est le meilleur exemple que l'on puisse prendre pour illustrer cette émission, parce que je suis natif de Bordeaux et que je suis avec d'autres personnes. J'étais pas tout seul, mais avec beaucoup de personnes, dont Jacques Dary que je voudrais citer, qui est un monsieur que je respecte, qui est le fondateur du CRAC, qui est à l'origine de tous ces grands mouvements. Si la corrida aujourd'hui en est là, si le mouvement a pris cette importance, c'est grâce à Jacques Dary et bien sûr d'autres personnes, mais c'est lui qui a donné l'impulsion à ce mouvement. Et lorsque il y a quelques années, dans les années 88-89, les corridas sont revenus sur le sol bordelais, Jacques Dary était à mes côtés pour nous soutenir et nous avons fait un immense travail, parce que il y a eu un véritable scandale à Florac. Florac, c'est une commune de Bordeaux. Après 25 ans d'interruption de corrida suite à un effondrement des arènes du Bouscat, nous avons eu malheureusement le droit de voir sur notre pas sur notre commune, puisque ce n'était pas directement Bordeaux, mais enfin proximité à 5-6 km de Bordeaux, le mauvais souvenir de voir ressurgir ces arènes qui avaient été reconstruites d'une façon des arènes démontables, voyez-vous. Et donc là j'ai le souvenir, j'ai de vieux souvenirs de tout cela, et c'est vrai que Bordeaux, c'est pour moi le point de départ. J'en profite là justement pour parler donc de cette soi-disant tradition ininterrompue, puisque là tu viens juste d'argumenter sur une interruption à Bordeaux de plus de 20 ans. Voilà. Oui, bien sûr. La juridiction s'est appuyée sur le fait d'une tradition locale ininterrompue, et les procès avaient été perdus à l'époque parce que on avait donné un sens tout à fait particulier au mot tradition, au mot local et au mot ininterrompu. Et c'est justement toute l'entourloupe de cette loi, c'est d'interpréter de façon à ce que on puisse préserver la tauromachie, voilà. Mais en fait, ce texte de loi est purement scandaleux, parce que effectivement on fait donner au mot un sens très particulier qui va bien sûr dans la direction des taurins. D'accord, donc on peut dire que vous êtes, vous souhaitez l'abolition pure et simple, vous souhaiteriez l'abolition, et vous le souhaitez, c'est mieux de le dire. Bien sûr, oui. L'abolition de la corrida. Oui, parce que d'abord je la condamne au nom de la plus élémentaire dignité humaine, voilà. Et à ce titre, je plaide depuis toujours, depuis le jour où j'ai vu ma première corrida à l'âge de 8 ans, je plaide pour son abolition, voilà. Et je m'étonne d'ailleurs que chez les organisateurs, où il n'y a pas que des imbéciles, l'on est toujours sous-estimé le sens et la puissance du mouvement abolitionniste. Cette action mondiale, dont je ne suis qu'un petit maillon, engagé contre ce fléau, est aujourd'hui consciente de toutes les supercheries. Voilà, nous sommes conscients de toutes ces supercheries, de
toutes ces entourloupes du monde taurin dont on parlait encore par rapport à la tradition locale ininterrompue. Et ce mouvement va encore grandir et il va s'imposer. Bon, ça, il faut le savoir. Et c'est pourquoi nous demandons instamment, et depuis des années, l'abolition de cette aberration sociétale qu'est la corrida. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Voilà. Et je crois que ce qui est agaçant et ce qui est méprisant, c'est cette attitude condescendante amusée de la part de nos élus. Il faudrait faire un référendum. Bien sûr, et je dirais que derrière le paravent de cette pseudo-culture de la question tauromachique se cachent des hommes de médias, des hommes politiques, etc., etc. Et certainement qu'un référendum, puisque vous l'évoquez, donnerait ou tout au moins confirmerait le fait que 75 à 80% des Français sont opposés à la corrida. Bon, et donc pour l'instant, si vous voulez, cette attitude qui est offerte aux anti-corridas, qui va jusqu'à l'outrecuidance, eh bien, elle est révoltante. Voilà. Moi, je suis révolté de voir que on nous considère comme presque des sous-individus. Voilà, on défend les corridas, donc on n'a pas le droit de s'exprimer, et ça va, je pense, devenir de plus en plus difficile lors des manifestations. Mais bon, il faut quand même, je pense, continuer de se relever, et puis leur montrer encore que nous ne lâcherons jamais la corrida. On lâchera jamais, mais je suis désolée de t'interrompre, mais c'est vrai que finalement on nous bloque, on nous interdit même le débat dans l'hémicycle, mais c'est qu'on fait peur en fait, on fait très peur. Bien sûr. Ça, il faut le souligner. Et pourquoi vous faites peur? Parce qu'ils savent qu'on a le droit avec nous. Finalement, on a le droit, on a le sens. Et on est de plus en plus nombreux, et c'est ça qui est bien. On a la parole aussi maintenant entre nous, en tous les cas, jusqu'à ce qu'on soit entendu, comme tu le disais, au niveau politique et médiatique. Bien sûr. Moi, j'aime bien cette phrase de la Boétie qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Eh bien, nous allons nous relever encore. Nous avons commencé et nous allons continuer. Voilà. Parce que on en a assez de tous ces comportements détachés et irresponsables. Voilà. Des recours judiciaires aux maigres résultats. Voilà. Nous en avons assez de la réponse qui nous est faite, de cette insulte au monde animal. Voilà. Alors, on a un message live que Marianne va lire. Oui, un message sur le site de IDFM. Donc, un référendum est impossible sur la corrida. Quant à la tradition locale, la corrida a le droit d'exister dans la Gascogne, pays de la corrida. Oui, mais bien sûr, elle a le droit d'exister parce que justement, des lois qui sont adroitement détournées permettent justement de jouer sur tradition locale ininterrompue. Voilà. Bon, on va faire un peu de merci pour le message. On va donner la parole à Camille Saint-Saëns pour le carnaval des animaux. Alors, dernière ligne droite pour cette émission, c'est-à-dire avec Joël Pierre Chevreux pour les traditions de Carmen, la corrida mise à mort. J'ai appris dans votre livre que en Portugal, les taureaux, par grand respect pour le spectateur, on le met pas à mort devant, mais on le met à mort derrière. Oui, c'est une hypocrisie sans nom. Parce que effectivement, on se voile la face, on ne veut pas voir ce qu'il en est exactement. Mais je crois que c'est pire. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'ai assisté à une corrida portugaise parce que je voulais savoir évidemment ce que c'était que la corrida portugaise, et c'était justement dans le cadre des arènes de Florac, près de Bordeaux. Et j'ai vu ressortir ces taureaux qui étaient blessés pendant la corrida. Et ces taureaux ne voulaient plus remonter dans le camion. Ils étaient tellement apeurés, tellement sanguignolants, tellement blessés que c'est à grands coups de pied, à grands coups de trident qu'on les faisait remonter dans le camion. Ils savaient ils ressentaient, ces animaux étaient perturbés, ils ressentaient la douleur, ils sentaient il allait encore se passer quelque chose pour eux. Et je pense que c'est beaucoup plus hypocrite que de tuer l'animal, dans l'arène. Voilà, moi je crois que la corrida portugaise, c'est un leurre, c'est un autre leurre qui vient se greffer sur tous les leurres de la corrida.
Alors, vous appelez à manifester contre la corrida. D'ailleurs, je crois que Marianne a une info à donner. Oui, enfin, tu dois la connaître. Grande manifestation à Alès. Bien sûr. Cette année, le 31 mai, on vous attend très nombreux, encore plus nombreux. On était 4000 l'année dernière, je crois. 2000 ou 4000, j'ai un doute, mais là, on 4000. Vise, voilà, 4000. On vise, on voudrait les 5000. Voilà. Oui, parce que moi, je crois que les manifestations se réservent qu'elles soient pacifiques, parce que bien évidemment, les aficionados ont tendance toujours à rejeter sur nous le phénomène de la violence. Bon, alors je crois qu'il faut bien mettre dans l'esprit des gens qui viennent manifester qu'il faut être pacifique. Voilà. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est une association donc qui va cadrer effectivement plusieurs associations cette manif. Oui, donc c'est plusieurs associations effectivement. Oui. Mais bon, pourquoi ces manifestations? Parce qu'on nous laisse pas le choix. Au-delà de l'expression de l'écœurement, on peut tous dire qu'on est écœuré, mais bon. À un certain moment, il faut agir. Et si l'on veut appeler une vraie justice envers le monde animal, pour rejeter justement cette attitude humaine très condamnable, eh bien malheureusement nous n'avons que ce type de manifestation. Mais j'ai pas lu dans votre livre que vous pouvez pas vous approcher des corridas, des arènes. J'ai pas le souvenir d'avoir écrit ça. J'ai l'impression que vous avez... C'est vrai, de toute façon, ils barricadent de plus en plus. Ils barricadent Oui, pour justement, pour détourner le sens de la manifestation. Oui, c'est absolument scandaleux. Mais voilà, c'est toujours, si vous voulez, la violence. Voilà, la violence. Et d'ailleurs, objectivement, il faut reconnaître qu'il y a des éléments incontrôlés et incontrôlables dans les deux camps. Hein. Voilà. Et puis il y a aussi des voyous qui sont prêts à tout casser pour semer le désordre et qui viennent se mêler aussi au défilé. Bah ça, oui, on se demande d'où ils viennent ceux-là. Mais que faire Parce que il faut quand même bien souligner, et c'est parce que c'est un fait indéniable, que la violence appelle la violence. Et la corrida commande la sauvagerie, et vous pouvez dépêcher toutes les forces de l'ordre que vous voulez, et on l'a vu du reste lors des manifestations contre le mariage pour tous, la colère, le déchaînement et le pouvoir de la foule l'emportent toujours, et malheureusement dans des échauffourées qui sont brutales et démesurées. Et c'est regrettable, c'est très regrettable d'en arriver là, mais je pense que Monsieur Valls, qui est par ailleurs amateur de corrida, et qui n'appréciera pas sur son territoire un tel désordre, et c'est du reste tout à son honneur, mais voilà pourquoi il faut prendre... il doit prendre de toute urgence une mesure d'interdiction de la corrida. Oui, mais s'il est amateur et qu'il aime le sang, qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors on va finir. Où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Alors, les traditions de Carmen, vous pouvez vous le procurer sur mascotte.fr. Mascotte, ça s'écrit mascote.fr, soit en version papier, soit en version PDF téléchargeable. Également sur amazon.fr, au prix de 12,90 €, frais de port compris, voilà. Je dois dire d'ailleurs que je suis très satisfait de la courbe des ventes, car depuis le mois de novembre, nous avons dépassé très largement nos espérances. Et nous prévoyons une réédition en septembre prochain. Voilà. Alors, vous êtes donc le directeur de Mascotte, mascote.fr. Il n'y a pas de E, c'est un journal en ligne. Oui. Vous y accueillez notamment une page pour les anti-corridas dans de l'actualité régulière, mais vous faites aussi d'autres défenses d'animaux. Alors d'abord j'ai créé Mascotte en 2011, qui est un journal en ligne qui dénonce régulièrement tous les scandales dont les animaux sont victimes, pas essentiellement la corrida, mais malheureusement nous avons des exemples tous les jours, et ce journal connaît un franc succès puisque nous prévoyons à la fin de l'année l'édition d'un journal supplémentaire sous forme de PDF ouvert avec la participation de journalistes spécialisés dans le monde, dans la défense animale. Et nous avons effectivement une page, qui est réservée aux anti-corridas, où nous présentons régulièrement des communiqués qui émanent donc des principaux organismes taurins, et puis des réflexions également de personnes anti-corridas. Voilà. Alors vous êtes aussi président d'Arcasur International. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette association et quel but poursuit votre association ? Alors Arcasur International, c'est une association de défense des animaux, mais elle s'est donnée pour mission, entre autres, de sensibiliser les étudiants de l'École nationale d'administration, de l'ENA, à la condition animale. C'est-à-dire que nous préparons actuellement un mémoire sur ce sujet en France, et nous avons besoin, je le cite au passage, de l'aide de juristes, parce que n'oublions pas que ces jeunes gens qui seront demain les hauts fonctionnaires français et internationaux, accédant au poste de direction, d'encadrement dans la fonction publique française, eh bien ces hommes et ces femmes joueront un rôle central dans la vie politique, et la condition animale ne devra plus leur échapper, comme c'est hélas le cas aujourd'hui. Nous n'avons
malheureusement pas de secrétariat d'État à la condition animale, c'est regrettable, mais surtout profondément injuste, car par ailleurs, notre code civil et notre code pénal regorgent d'articles de loi rétrogrades qui ont besoin d'être dépoussiérés, comme l'article 528 du code pénal qui considère l'animal comme un meuble, ou encore l'article 521.1 du code pénal, auquel on faisait allusion tout à l'heure, avec ses exceptions pour les courses de taureaux. Alors, il est bien évident que si demain la cause animale veut grandir et engager un nouveau regard sur l'humanité, au-delà de la considération écologique dont on nous parle aujourd'hui, il faut d'abord comprendre quelle est l'une des clés capables d'ouvrir cette voie d'un avenir meilleur pour nos sociétés. Alors, on va être obligé de donner la parole un peu à ceux qui sont pro-corrida, parce qu'on a des messages et que c'est quand même normal de les passer. Bien sûr. Marianne va vous lire le message de Nicolas, qui lui aime la corrida, il aime le sang, Nicolas. C'est intéressant puisqu'il nous dit la manifestation d'hier à Garlin rassemble 30 anti pour une arène pleine de 800. Ce ne sont pas des manifestations, ce sont des mouvements illégaux et ainsi que les arrêtés municipaux. Je précise, Nicolas, qu'il faut faire la distinction entre manifestation déclarée en préfecture et action citoyenne libre, puisqu'on est encore en démocratie. On peut pas empêcher les citoyens de s'exprimer et d'exprimer leur mécontentement, leur haine et leur tristesse. Ça n'a rien à voir avec la manifestation dont on parlait tout à l'heure, qui est déclarée en préfecture et donc totalement légale. Faux, le code civil, le pénal, le code rural protège l'animal. Oui, encore heureux, excepté donc soi-disant cette tradition ininterrompue, on en parlait tout à l'heure. Oui. Il y a quelques départements français. 65 villes taurines, c'est ça ? Qui sont encore, qui pratiquent encore. Oui. Mais le propre de l'amateur de corrida, malheureusement, c'est de toujours minimiser le nombre de participants ou d'adhérents aux manifestations et de gonfler celui de l'arène. Oui, bon, moi, je ne peux pas spécialement faire le contraire, c'est-à-dire gonfler le nombre des adhérents ou des manifestants et réduire. Moi, je suis objectif. Je regarde les chiffres et je regarde surtout les sondages. Et c'est vrai que depuis plus de 20 ans, j'ai commenté de nombreux sondages. Et c'est toujours en faveur des abolitionnistes. Voilà. Il faut savoir que 80% des Français sont opposés à la corrida. Et ça, on n'en tient pas compte. Et voilà, je crois que ça, c'est plus important que de dire il y avait 30 manifestants. Exactement. Voilà. Voilà, on n'aime pas les gaz de schiste, on n'aime pas les OGM, on n'aime pas le nucléaire, on n'aime pas la corrida. On est sûrement majoritaire, mais en tous les cas, voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses. On n'a pas envie d'avoir des OGM dans son assiette, on n'a pas... si on nous demandait avant de mettre les choses en place, si on était d'accord, ce serait bien. Une fois que c'est sur place, pour les changer, c'est autre chose. Vous pouvez rappeler, donc, Alès, c'est le 30 mai. Le 31 mai à Alès, tous à Alès, pour se rassembler devant les arènes et crier notre mécontentement. Crier. Nous y serons. Allez à Alès. Et puis, sinon, rappelez votre site, Joël Pierre Chevroux. Alors, mascotte.fr, masco2t.fr, sur lequel il y a une boutique où on peut donc se procurer le livre. Et puis aussi des casquettes aussi anti-corrida. Elles sont pas tout à fait, elles sont en préparation. Voilà, mais il y a du linge de toilette, il y a des autocollants contre la corrida, il y a plein d'objets, voilà. D'accord. Les casquettes, ça doit vraiment déranger quand vous allez dans les zones à corrida, ça. Ça doit. Oui. Oui, mais bon, ce n'est pas prévu que pour ça. C'est aussi pour utiliser tous les jours. Voilà. On peut mettre la casquette anti-corrida pour tous les jours. Mais elles sont pas tout à fait. Elles sont à l'impression là. Je les aurai que dans quelques temps. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à Carmen alors dans toute cette histoire, parce que eh bien, on dit à Carmen, on dit aux trahisons de Carmen. Le livre, on lui dit, on attend déjà une réédition. C'est la preuve que ça marche bien. Voilà. On dit à tous les ennemis de la corrida qu'il faut le lire parce qu'on y apprend des arguments, parce que on y apprend des vérités, parce que ça nous permet de voir l'envers du décor. Voilà, ça c'est très important, de pas tomber dans le piège de ce que nous racontent les aficionados, que c'est de l'art, que c'est de la culture, que c'est de la tradition. Voilà, moi je démontre qu'il n'y a pas de tradition. Voilà, parce que la tradition, si on devait toutes les garder les traditions, on en serait encore à l'âge de pierre. Voilà, donc la tradition, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est un lien, oui, entre le passé et le présent, je suis d'accord, mais ce lien n'est pas immuable. Et la preuve, c'est que des traditions, à travers les siècles,
se sont évanouis. Et on peut garder les, je sais plus comment s'appelait cette, voilà, on peut garder les combats. Gladiator. Non, mais les combats comme comment ça s'appelle ça, les. On garde rien. Non, les courses camarguaises. Oui, non, mais pourquoi pas hein. Les courses camarguaises, ça me choque moins parce bien que sûr, c'est l'adresse de jeunes gens qui ne blessent pas les animaux, qui ne les perturbent pas. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la corrida. Autant je suis engagé contre la corrida parce que c'est un spectacle, c'est une pratique qui est insoutenable. Autant des courses à la cocarde, vache landaise. Voilà, ils ont moins de la chance de s'en sortir. Je veux dire, c'est pas une mise en scène de. Ça n'est pas fait dans le même esprit que la corrida. Ça n'a absolument rien à voir. Non, t'en as pas vu? Non, mais je partage pas parce que de toute façon, on va nous dire qu'après ça peut être dangereux, donc ça va être un argument suivi pour ensuite cadrer une corrida dans une arène et éviter que la vachette aille à droite, à gauche. Oui, mais ouais, c'est ça. Parce que quand elle va dans les rues, je trouve ça. Puis ça doit quand même les stresser. Je suis pas sûre qu'ils adorent ça, courir dans les rues. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. On va rappeler. Mais dans l'absolu, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il y a des priorités. Et dans les priorités, pour moi, la corrida, c'est la grande priorité. Voilà. Après, on peut toujours tout dire. On peut dire effectivement que ça peut les perturber, que ça peut, bien sûr. Mais je crois que c'est pas aussi violent que la corrida. Voilà. La corrida, c'est quelque chose qui. Non, c'est même une certaine noblesse parce que l'animal, justement, il est là et il montre. Moi, j'étais avec mes enfants, on était bien cachés en haut. Et finalement, il y avait la puissance de cet animal. Je veux dire, il y avait une certaine reconnaissance de la force de l'animal et un respect. Moi, je suis très honnête sur un point, c'est que la rencontre homme-taureau ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange dans la corrida, c'est la banderille, le picador. Oui, c'est de se prendre pour un boucher là devant tout le monde. On est obligé de se quitter parce qu'il est déjà 57. Merci beaucoup Joël Pierre Chevreux. Merci à vous. Merci à vous. Merci Marianne aussi, merci.